Donc d'abord, je vais laisser Marie-Jo nous présenter le paysage de la décentralisation, en quoi la décentralisation peut être une opportunité par rapport à des réponses possibles à toutes ces questions, sachant que, évidemment, les défis sont innombrables. Bonsoir. Oui, alors je vais peut-être pas dire que la décentralisation peut répondre, mais dans un premier temps, je pense qu'on est autour de la table pour en parler, ou du moins quelles sont les voies possibles. Et peut-être Pascal, peut-être présenter un peu le cadre général, un peu rapidement, hein, on va pas faire un travail on va pas faire une présentation approfondie sur les compétences des collectivités, mais juste rappeler quand même que je pense l'insertion des jeunes, enfin la formation professionnelle d'une part, mais l'insertion des jeunes est souvent une préoccupation très importante des élus, surtout dans les zones de crise. Alors les zones de crise, je dirais soit de crise de conflit, comme on les connaît actuellement, par exemple au Mali, mais pas seulement dans toute la zone sahélienne, soit de crise aussi en termes climatiques, et donc de conséquences en particulier en termes de sécurité alimentaire, soit de crise de conflits armés ou conflits ou aussi des zones de crise où il y aurait, mais souvent tout ça est très lié, des systèmes mafieux qui permettent l'argent facile, mais qui du coup détournent, je dirais, de manière durable les jeunes de projets d'avenir. Il y a donc dans ces zones-là surtout, mais pas seulement dans celles-là, de fortes préoccupations en général des élus et des collectivités locales en général sur cette question de l'insertion des jeunes. Cependant, quand on regarde clairement les compétences des collectivités locales, et en particulier de celles qui sont le niveau territorial le plus petit, généralement les communes, ou bon, par exemple au Sénégal, on a les communautés rurales, mais on va dire communes rurales, si on s'intéresse essentiellement à l'espace rural, les communes n'ont pas dans leurs compétences les questions de développement économique, et elles n'ont pas dans leurs compétences les questions d'insertion professionnelle ou de formation professionnelle. Généralement, elles ont des compétences en matière d'éducation, mais pas en matière de formation professionnelle. Alors, ce qui est une limite légale et réglementaire importante, ce qui ne permet pas normalement donc, aux collectivités de ce niveau de travailler sur ces questions-là, mais soyons honnêtes, ce n'est pas la seule limite. La limite, elle est souvent liée au financement et aux moyens disponibles, et également aux capacités des élus et aussi des personnels municipaux, et parfois aussi des autres acteurs sur la commune, de s'emparer de cette question. Cependant, cette question doit être traitée normalement au niveau régional. Alors, ce sont souvent, quand ça existe, tous les pays d'Afrique de l'Ouest, d'Afrique centrale n'ont pas de région, mais c'est souvent un niveau supérieur à celui de la commune que doivent être traitées ces questions. Là aussi, on aura l'occasion, je pense, d'en parler au cours de la table ronde, les difficultés en termes de moyens et de compétences sont très importantes. Ceci d'autant plus que les régions sont souvent récentes, ou du moins les compétences qu'elles ont à mettre en œuvre leur ont été déléguées récemment, et donc ceci est d'autant plus compliqué. Alors, peut-être un point aussi sur la question, le lien avec le développement local, et en particulier la planification locale. Au niveau communal, il est prévu dans beaucoup de pays la planification territoriale, donc ça va s'appeler le plan de développement communal ou le plan de développement local, dans lesquels les collectivités sont censées mettre en avant les besoins en matière d'investissement ou en matière d'activités prioritaires favorisant le développement communal. Très généralement, sur, je dirais, l'impulsion, l'injonction des États et aussi des partenaires qui les accompagnent, ces planifications doivent être participatives et donc intégrer toutes les couches de la société. On peut dire, que dans beaucoup de cas, mais on verra, je pense, des exemples, des contre-exemples, heureusement, autour de la table, que les planifications locales sont certes participatives, mais que la place des jeunes dans cette participation est relativement faible. Le pouvoir est quand même gardé souvent par des gens qui sont plus âgés, et le pouvoir des jeunes et des femmes, aussi, est souvent relativement faible. On constate souvent d'ailleurs que les investissements qui sont proposés pour les jeunes sont plutôt, je dirais, dans le domaine du culturel et du sportif que dans l'économique ou dans la formation.
Cependant, ce que l'on peut constater aussi, il y a plusieurs exemples que l'on peut voir, par exemple au Niger, que l'on peut voir aussi au Sénégal, c'est quand on commence à réfléchir à de la planification autour de la gestion des ressources naturelles ou du foncier. Et là, les jeunes, et ça fait référence un peu à ce qu'on a entendu ce matin, sur la place importante du foncier dans l'insertion des jeunes dans les territoires, quand on commence à parler de foncier, les jeunes font généralement tout ce qu'ils peuvent pour intégrer les structures qui vont parler du foncier. Alors, ça ne se fait pas toujours facilement, mais l'enjeu est tellement fort pour leur insertion professionnelle et leur insertion dans le territoire que généralement, ils vont essayer d'y rentrer de force et ils vont essayer de se faire une place dans ces instances qui discutent du foncier. Je vais m'arrêter là, hein, je pense. Okay. Je le garde. Merci. Donc, peut-être je vais poser la première question à la tienne. Sur l'expérience que vous avez développée au niveau de la communauté rurale, dans laquelle, sur l'expérience que vous avez développée au niveau de la communauté rurale dans laquelle tu travailles, comment cette question de... Ouais. J'essaye de parler fort. Ça va mieux là ? Oui. Donc comment cette question de la participation en fait des jeunes en tant que groupe représenté dans le processus de construction du projet de territoire, sa mise en œuvre, et puis tous les espaces de concertation avec les collectivités. Comment cette question est prise en compte dans l'expérience que vous avez, quoi. Oui, bonsoir. Donc, Latir Ndiaye, je suis secrétaire général d'une collectivité locale au Sénégal. Et je pense que... pour aborder la question, il faudra que je revienne un peu sur un aspect qui me semble très intéressant, c'est-à-dire la décentralisation, comme déjà elle a été posée, mais pour revenir sur une compétence. Aujourd'hui, les communautés rurales au Sénégal ont la compétence de la jeunesse rattachée au sport. Et là, nous, c'est deux dimensions. C'est-à-dire la jeunesse en tant qu'une compétence, une cible, et la jeunesse en tant qu'acteur au niveau même du processus de développement économique et d'une manière générale du développement territorial. Donc l'approche chez nous, c'est comment intégrer ces deux dimensions. C'est vrai qu'on n'a pas, a priori, la compétence liée à la formation professionnelle et l'insertion, mais quand même, avec l'évolution, on a vu que tout ce qu'on a dit par rapport au contexte mondial, Afrique, Sénégal, on avait quand même, on a voulu anticiper un peu sur des conséquences que la collectivité pourrait subir en termes de tissu social, en termes de cohésion sociale, comment il faut préserver ça. Maintenant, préserver cet acquis-là, c'est revenir un peu dans le contexte même du développement. Montrer que l'ancrage du développement, c'est le territoire, c'est la société. Donc, préserver la société, c'est prendre cette dimension de la jeunesse. Effectivement, vous l'avez tantôt dit, au Sénégal actuellement, on voit nettement que la jeunesse est en train de faire sa place dans les instances de décision. Et là, on ne peut plus nier cela. Et toutes les instances de décision, que ce soit au niveau de l'État, au niveau des collectivités locales, on a une oreille attentive par rapport à cette demande. Et cette composante, ou bien cette nouvelle disposition maintenant, amène donc les conseillers, ou en tout cas le conseil rural ou l'appareil de décision, de prendre en compte toutes les aspirations de la jeunesse. Ce qui a fait que nous avons pris donc ces deux dimensions et nous intégrons dans le cadre même du processus d'identification des besoins de la collectivité locale, c'est-à-dire au niveau du diagnostic territorial qui va peut-être déboucher sur un plan local de développement. On prend ces deux dimensions, donc la participation à tous les niveaux. Et à un certain moment même de la planification, à un certain moment du processus, on verra que quand il s'agira peut-être de faire une analyse stratégique au niveau, pour ne pas revenir un peu sur le diagnostic, donc on passera peut-être au niveau de la responsabilisation. C'est quoi? Au départ, état des lieux, on participe, ou bien les jeunes participent dans le processus. Arriver au niveau de l'analyse stratégique pour dire qu'effectivement, ces problèmes identifiés sectoriellement devront être pris par les concernés, surtout en termes de jeunesse.
Donc si je comprends bien, pour le moment, vous êtes sur la phase de diagnostic de cette question, ou est-ce qu'il y a déjà un plan de développement qui existe? Et la question de la jeunesse et de la participation de la jeunesse est venue se greffer finalement est une nouvelle préoccupation qui finalement n'a pas jusqu'à présent été opérationnalisée, on va dire, prise en compte et opérationnalisée. Voilà, je suis en train de parler d'une expérience qu'on a un peu dépassée. C'est vrai qu'actuellement, on est en train de renouveler notre plan local de développement, mais le dernier processus qu'on a effectué, effectivement, on a même dépassé ce cadre-là. On est allé jusqu'au niveau même de l'identification de projets, dans le sens de prendre en charge ce volet formation, et de réfléchir par rapport aux dispositifs existants, comment allier la formation et l'insertion, même si ce n'est pas une compétence transférée. Et là, je pense qu'un dispositif a été mis en place qui a permis, après identification donc des besoins, inscrire ça dans un cadre de programme d'action qui sera piloté par un dispositif qui est là, composé de représentants de l'État, le sous-préfet, du président du conseil et des jeunes qui sont regroupés autour d'associations, ce qu'on appelle souvent les organisations communautaires de base, et bien représentées, pour décider en tout cas de tout ce qui sera fait, ou en tout cas des projets déjà identifiés. Et nous avons mis ce projet-là en œuvre avec les jeunes. Il consistait tout juste à identifier le besoin de formation qui a été déjà soulevé au niveau du plan local de développement, à concevoir un plan de formation avec les services techniques, mais aussi à signer des conventions avec des institutions de microfinance qui ont pu essayer de financer donc des projets qui ont été bien étudiés et permettre en tout cas aux jeunes d'avoir des activités génératrices de revenus. Merci. Je vais successivement vous poser à chacune la question de comment, dans le cadre des expériences, alors ce matin, soit celle que tu as présentée, Anne, soit d'autres expériences, la même question à toutes les deux, comment les programmes s'insèrent dans les dispositifs de planification au niveau local, et donc dans leur planification, dans leur mise en œuvre. Alors je ne sais pas, moi je veux bien parler, mais a priori je devais intervenir donc, pour Serge Crochvilly, qui est délégué général de l'Union nationale des missions locales, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc j'interviens plutôt dans ce cadre-là. Dans la mesure où en fait je suis consultante, j'ai travaillé sur les questions d'insertion des jeunes en Afrique, mais je travaille essentiellement aujourd'hui sur les questions d'insertion en France, en lien avec le réseau des missions locales en France. Donc c'est à ce titre-là, c'est plutôt à ce titre-là que je devais intervenir pour donner un éclairage. C'était vraiment donner un éclairage sur... Peut-être qu'on peut reprendre quand même la question. Voilà. Alors du coup, peut-être juste présenter... voilà. Du coup, le réseau des missions locales, c'est 450 missions locales en France. Ce sont des associations, elles ont un statut associatif. Les présidents de leur conseil d'administration sont toujours des élus des collectivités locales, en général les maires des communes, des plus grandes communes, mais dedans, dans ces associations, il y a des représentants des conseils généraux, des conseils généraux, des acteurs économiques, associatifs, des jeunes parfois, etc. Et ce sont donc bien des associations qui interviennent en proximité, alors avec des configurations différentes, parfois sur un département, comme la Lozère par exemple, parfois sur une ville, parfois sur une ville et puis les communes rurales aux alentours. Elles partent d'initiatives des élus, donc elles sont construites à partir Elles ont été créées dans les années 80, donc en 82, rapport Schwartz sur l'insertion des jeunes,
qui effectivement parlait de cette question de l'insertion de processus, donc avec une approche globale, c'est-à-dire des associations qui accueillent des jeunes en proximité pour les orienter, les accompagner vers la formation, si besoin, les accompagner vers l'emploi, vers des dispositifs d'aide à la création d'entreprises, vers des partenaires sociaux pour les problèmes plutôt liés à la mobilité, au financement. Donc approche globale et dans la durée avec des conseillers d'insertion qui peuvent suivre des jeunes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, des jeunes qui sont des bacs plus 5, des bacs moins 10, etc., etc., dans les différents territoires. Et elles sont, donc ces associations, financées à 40% par l'État et 46% par les collectivités locales. Donc les collectivités locales ont un poids très fort dans le financement de ces associations. En gros, 21% communes, 19% régions, et puis moins 5% départements. Donc, elles jouent un rôle essentiel. Alors, évidemment, en France, les politiques de l'emploi sont de la compétence de l'État, mais évidemment, au quotidien, les jeunes vont voir les élus pour trouver un emploi, un logement, pour un problème du coup lié à leur insertion. Et donc ces élus ont un rôle fondamental dans ces politiques en direction des jeunes, et elles essayent. Alors les missions locales, elles ont un rôle dans la construction, par exemple, de la politique de la ville. Sur un territoire, puisqu'elles connaissent particulièrement les jeunes, les difficultés, les acteurs qui existent, les acteurs qui n'existent pas, etc. Elles jouent un rôle essentiel, par exemple dans la politique de la ville, mais dans la construction de plans de développement dans les communes. Parfois, elles associent les jeunes. Souvent, alors il y a un certain nombre d'exemples. On pourrait, à Saint-Dié, par exemple, il y a un certain nombre de jeunes qui ont depuis 1 an réalisé un travail, des jeunes suivis, accompagnés par la mission locale de Saint-Dié, qui ont depuis 1 an travaillé sur recueillir la parole des jeunes dans les différentes vallées du territoire et travaillent en lien avec la communauté de communes pour construire le plan de développement et les plans de développement de politique jeunesse pour les années à venir. Donc ça, c'est des exemples, il y en a d'autres. Il y a des exemples intéressants comme ça où les jeunes sont associés, et on pourra en revenir. Sous d'autres formes. Je vous pose la même question. Comment, à partir des expériences que vous connaissez, donc les dispositifs qui existent, que ce soit à d'autres... en termes de coopération ou au niveau national, bien sûr, s'insèrent dans ces dynamiques locales au niveau porté par les collectivités. Alors pareil, je vais répondre sur un cas illustratif et je ne vais absolument pas me lancer dans une généralisation douteuse, enfin de ma part qui serait douteuse. Je suis Sandra Barlet, je travaille pour une association de solidarité internationale qui s'appelle Le Gret. Et je suis en charge des questions d'appui aux petites entreprises, de formation et d'insertion professionnelle. Je vais illustrer les différentes réponses que je vais vous faire à partir d'un cas qui est assez similaire dans l'approche de ce dont on a parlé ce matin avec les plateformes d'appui à l'insertion au Niger. Je vais vous répondre sur cette question sur la base de cette expérience qui s'appelle Cap Insertion, qui se déroule en Mauritanie. Alors tout d'abord, premièrement, je vais vous présenter après l'expérience, mais je vais vous parler un tout petit peu du mandat des collectivités en Mauritanie avant. Il y a un flou artistique sur le qui est en charge des questions d'emploi et d'insertion dans les textes, et ça se reflète aussi dans la mise en œuvre. Les questions d'emploi et de formation sont très clairement rattachées au niveau du ministère qui est en charge de l'emploi et de la formation professionnelle. Après, dans les mandats des collectivités territoriales en Mauritanie, il y a le développement économique de leur territoire et puis l'appui à la jeunesse. Évidemment, ce que disait Anne tout à l'heure, que quand un jeune a une question ou quand il y a un territoire à dynamiser, on ne peut pas ne pas traiter les questions d'emploi
et d'insertion. Donc les collectivités s'y intéressent sous deux angles, enfin je pense sous deux angles qui les font accrocher. Le premier, c'est les politiques jeunesse, et le deuxième, c'est le développement économique du territoire. Alors après, elles appellent ça insertion, jeunesse, développement économique, emploi, à la rigueur, peu importe, mais c'est les deux portes d'entrée qui vont retenir leur attention. Alors, pareil, je suis assez mal placée pour vous parler de ce que font les collectivités, n'étant pas moi-même collectivité, mais ce que j'ai constaté avec la collectivité avec laquelle on travaille, donc il s'agit de la communauté urbaine de Nouakchott. C'est une communauté de communes, donc il y a 9 communes sous son territoire. La communauté urbaine de Nouakchott, comme les communes, n'ont pas franchement de stratégie et de politique en matière ni jeunesse, développement économique peut-être plus, et il y a des financements ou des appuis qui sont ponctuels, beaucoup à la demande en fait de jeunes qui vont présenter des projets, et la majorité de ce que je sais, la majorité des projets qui sont appuyés ou financés sont d'ordre social ou culturel. Il y a de la part de la collectivité urbaine de Nouakchott, enfin de ce qu'elle nous dit, un intérêt à formaliser un petit peu plus ces questions et à effectivement réfléchir sur comment on avance sur un service jeunesse ou un service emploi ou développement économique. Donc il y a un intérêt de principe. Après, c'est ce qui a été dit au tout démarrage aussi, hein. Il y a les questions de financement, de collaboration. Le responsable, le président de la communauté urbaine de Nouakchott avec qui on travaille, c'est un élu. Donc il y a aussi ces questions derrière du retour politique des investissements et sur quel partenariat ils vont les faire porter. Sur fonds propres, mais aussi sur partenariat beaucoup. Donc je vais vous parler très rapidement de Cap Insertion pour vous montrer comment on avance avec cette communauté urbaine et avec ces communes sur ces questions. Cap Insertion, c'est un dispositif qui a été initié par le GRET, donc qui n'est pas un acteur mauritanien, qui a une représentation en Mauritanie, mais qui n'a pas de statut national mauritanien, qui a initié un dispositif en faisant un pari avec les autorités, qui était, on met en place un dispositif qui accompagne, qui appuie l'insertion des jeunes, et dans 3-4 ans, soit vous reprenez, soit on met la clé sous la porte, parce que c'est pas notre vocation de faire ça à long terme. Donc on a échangé avec les communes, avec le ministère. À l'époque, on n'a probablement pas assez échangé avec la communauté urbaine de Nouakchott, et les échanges sont venus au fur et à mesure après, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait cet intérêt commun partagé. On a mis en place un comité de suivi dans lequel les jeunes avaient leur place. Et je tiens à dire une petite chose quand on parle de la représentation de la jeunesse, où on a vraiment essayé de faire représenter dans ce comité 4 types d'acteurs, donc les entreprises, les jeunes, les institutions et les structures de formation. Les jeunes étaient là au début et très vite, ils n'étaient plus là. Il y a des associations de jeunesse qui existent, il y a beaucoup de dynamiques qui existent, mais peut-être ils n'ont pas suffisamment confiance ou suffisamment de sentiment de représentativité, enfin je ne sais pas exactement la cause, mais en tout cas il s'est trouvé qu'assez vite les jeunes n'ont pu contribuer. Peut-être aussi parce que les débats sont peut-être plus sur les enjeux institutionnels que très opérationnels. Enfin, je ne sais pas exactement la cause, mais on a perdu un peu notre représentativité jeunesse en cours de route, et c'est une chose sur laquelle on compte retravailler. Donc Cap Insertion, ça a été mis en œuvre avec un regard très extérieur. Quand je dis très extérieur, le GRET est quand même présent depuis 1991 dans le pays, donc on connaissait les acteurs, on n'est pas arrivé en ovni complet. Et aujourd'hui, Lacune est entré dans notre comité d'orientation. Le ministère en a fait partie aussi. Et aujourd'hui, le dispositif se scinde en 2, disons. Il y avait 3 antennes initialement dans les quartiers périphériques qui accompagnaient les jeunes. 2 antennes vont être reprises par le ministère en charge de l'emploi et de la formation, qui dit ça, c'est mon rôle, c'est ma prérogative, je reprends, je pose un cadre national. Donc il a renommé un programme national qui s'appelait le programme d'appui à la micro-entreprise en programme national d'appui d'insertion et d'appui à la micro-entreprise. Et il est en train de poser le cadre institutionnel de reconnaissance du dispositif. Ce que ça veut dire les antennes qui accompagnent de façon ouverte les jeunes sont l'instrument privilégié du gouvernement. Le gouvernement va aussi être sur la mise en œuvre. Au niveau des collectivités territoriales, Lacune a eu un discours assez similaire. Donc comme quoi, ce n'est pas la question du mandat exact qui est derrière, mais la question de la volonté politique. Lacune nous a dit, ça nous intéresse d'aller vers la structuration d'un service jeunesse ou développement économique, ou encore une fois, le nom n'est pas l'important. Pardon ? Allez-y. Juste
peut-être 2 minutes, et après, parce que je vais tourner les questions. D'accord. Et donc, initialement, on travaillait avec les communes. Les maires des zones où on travaille sont dans les comités de suivi. La CUN, aujourd'hui, reprend le dispositif en disant « Moi, je ne veux pas être dans la mise en œuvre, c'est pas mon métier d'être technicien sur le terrain. Et puis, je ne veux pas recruter des gens à long terme, ça me fait des charges supplémentaires. Par contre, je suis intéressée à une réflexion sur de la délégation de services et d'avoir ce service-là à ma disposition. Donc, on travaille avec la CUN sur le développement de stratégies communales au sein des communes. Donc, à partir de maintenant, on va travailler avec les communes qui ont des agents de développement locaux sur comment on intègre ces questions de jeunesse et de développement économique dans les stratégies. Donc aussi comment on fait participer les jeunes, évidemment. Et deuxièmement, à partir de ces 9 stratégies emploi, jeunesse, insertion, développement économique que les communes intégreront dans leurs plans communaux de développement, la CUN formalisera son plan communautaire de développement local, donc se basant là-dessus. Merci. Je trouve intéressant le tour de table aussi sur d'abord une première question. La question de la participation. En revenant encore sur cette question, parce qu'on voit que c'est pas aussi simple que ça. C'est pas parce qu'on fait, on ouvre des espaces. C'est pas parce qu'on intègre effectivement dans le processus de construction. Que ce soit, après on les appelle quand on veut, les plans de développement, les projets de territoire, etc. Mais cette question d'intégration des jeunes dans les espaces pas seulement de diagnostic, mais aussi de dialogue politique, parce que là on est on touche aussi sur les choix, les orientations, et donc la concertation pose la question des capacités aussi des jeunes pour participer. Donc ça, je trouve ça intéressant de mettre ça aussi en avant, la question du renforcement des capacités citoyennes, parce que c'est l'émergence dans les débats politiques. Et donc, il n'y a pas que la question de l'insertion. L'insertion passe aussi, c'est l'insertion sociale, au sens large du terme. Donc ça, c'est une question, je trouve que c'est intéressant. Alors, je ne sais pas comment vous, au niveau, en France, comment cette question est traitée ou pas. Oui, comment elle est traitée. En France et ailleurs, bien sûr. Juste peut-être un petit mot, un éclairage. C'est vraiment fondamental, cette question-là. Bon, dans les années 80, c'est vrai que les missions locales étaient vraiment attachées à ça, cette question de la participation des jeunes. Et dans les années 90, début 2000... Bon, elles ont été assez, entre guillemets, instrumentalisées, institutionnalisées, au bon sens du terme aussi, et elles devaient mettre en place les politiques de l'État, donc elles sont rentrées dans un travail de mise en œuvre des différents contrats. Actuellement, c'est les contrats d'avenir, vous avez dû entendre parler, les missions locales ont une pression énorme sur les emplois d'avenir, vous pouvez imaginer. Et elles ont perdu un peu, alors 1 300 000 jeunes accompagnés, donc c'est un travail énorme, 11 000 salariés, conseillers d'insertion. C'est devenu un peu une machine. Et dans les années 2000, un petit peu cette interrogation sur l'innovation, la participation des jeunes, gros questionnement. Et l'UNML a mis en place l'Institut Bertrand Schwartz, donc depuis un peu plus d'1 an, avec un travail sur cette question-là. Vraiment, cette question-là, comment on retravaille sur ce... Alors, il y a des expérimentations qui sont mises en œuvre, donc je travaille sur cette question sur des recherches-actions collectives qui essayent d'associer les jeunes à la construction des politiques sur les territoires. Donc voilà, on a des expérimentations sur un certain nombre de missions locales dans toute la France, où on essaye de travailler cette question-là qui n'est pas évidente, au-delà des conseils d'usagers, des collèges jeunes au sein des conseils d'administration qui n'ont pas toujours bien fonctionné là, dans les missions locales. On essaye d'innover, d'inventer d'autres formes de participation qui viennent des jeunes eux-mêmes, parce qu'eux ne souhaitent pas forcément être dans un collège jeune, d'un CA ou d'une AG où il ne se passe rien, où l'AG est extrêmement formelle, extrêmement... Et là, il y a des exemples passionnants où à la mission locale Nord-Essonne à Juvisy, il y a une AG, ça date d'il y a 1 semaine, a été complètement transformée, une assemblée générale a été transformée
par des jeunes, une quarantaine de jeunes qui ont présenté eux-mêmes les différentes activités, services de mission locale, ce qui s'était passé pendant l'année, qui ont renversé l'ordre du jour avec une critique de la directe qui était là, du représentant de la direction régionale du travail qui était là, qui a dit le protocole était chamboulé, etc., qui a pas forcément été très heureuse de ce chamboulement, et alors que tous les partenaires, tous les gens du territoire qui étaient là, il y a énormément de monde parce que étaient absolument ravis, et il y a un travail sur du coup d'autres façons de fonctionner qui permettent aux jeunes, qui donnent envie aux jeunes de s'investir sur également la construction donc au sein des missions locales des nouveaux projets, des initiatives. On a envie de faire ça, on a envie de monter telles actions, on a envie de monter tels ateliers collectifs, et là ça commence à avancer de ce point de vue-là. Et au-delà de la construction des politiques jeunesse sur un territoire avec les mairies, avec les communautés de communes, etc. Donc ça avance, il y a un gros travail qui est fait de réflexion là-dessus. Et c'est hyper important. Ouais. Merci pour l'éclairage. Et je voulais renvoyer la même question à la tire. Cette question de citoyenneté des jeunes, quelle question ça pose, quoi, quand on voit le lien en fait, qu'il y a entre la participation des jeunes à la construction des politiques locales et nationales et l'ouverture des espaces dans la décision politique. Oui, c'est fondamental, d'autant plus qu'actuellement nous sommes en train de vivre une évolution qui nous amène donc à nous poser pas mal de questions, et relativement par rapport à l'existant et ce qui se fait réellement au niveau local. Et la participation, bon, c'est vrai que nous avons notre contexte qui nous limite un peu, c'est-à-dire une société basée sur des croyances, basée sur une culture où vraiment le jeune, c'est quelqu'un qui doit suivre ses parents, c'est quelqu'un qui doit suivre donc ses aînés. Là, c'est des blocages. Mais la collectivité en tant que telle pose le problème autrement. C'est-à-dire aujourd'hui, la participation elle est de mise que si la jeunesse, ou en tout cas la cible, si la cible vraiment demande ou se manifeste, là, on est obligé vraiment de lui concéder ce qu'elle demande. Parce que c'est maintenant une gestion de proximité, c'est une gouvernance locale qui fait que aujourd'hui les élus sont obligés même de pencher vers le renouvellement de génération. C'est une nouvelle donne, mais qui ne réussit pas tout le temps vraiment la problématique même à laquelle elle nous expose. Et ce que nous essayons en tout cas de faire au niveau du Conseil, c'est de s'ouvrir et en tout cas de relativiser le décisionnel. Il faudrait que les élus qui ont ce pouvoir-là puissent quand même vraiment libérer ce pouvoir et amener en tout cas les populations, que ce soit les femmes, que ce soit les jeunes, à prendre en tout cas de revers ce pouvoir-là et de le mettre à leur côté. Et tout le temps, on revient sur une refonte même de la pratique, c'est-à-dire ne plus penser pour eux ou pour elles, mais surtout les amener à penser pour eux-mêmes et à agir pour eux-mêmes. Et c'est en ce sens quand même qu'on peut donner vie à la participation. C'est vrai, les cadres sont là. Nous mettons des cadres de concertation, des cadres de dialogue, mais ces cadres ne sont pas tout le temps investis par ces jeunes ou en tout cas par ces femmes. Donc c'est un réel défi et nous nous y mettons, mais il faudrait vraiment aussi que les élus puissent vraiment libérer le pouvoir, parce que quelque part c'est vraiment bloquant. C'est cet aspect-là qui fait que les jeunes n'y vont pas, les femmes n'y vont pas, et l'État aussi devrait jouer le jeu en se focalisant sur cet aspect, cette frange même de la population. Tantôt je parlais d'un projet qui a été mis par la collectivité, et nous avons développé en tout cas une approche qui a permis la participation, c'est-à-dire au niveau de la mobilisation même des fonds pour ce projet. Toute la mobilisation a été inscrite dans le cadre du budget de la collectivité locale. Et
le fait de remobiliser, en tout cas de mobiliser les sources, va incomber même la participation des jeunes. Parce que c'est des projets où la collectivité locale paie la formation, c'est une commande publique, toute la formation. Maintenant, on identifie des projets, les services techniques viennent accompagner et les jeunes mettent en place des projets. Ces projets-là sont financés par des IMF qui sont là, mais les jeunes devront mettre une contrepartie. Et nous, au niveau de la collectivité locale, nous mettons un fonds de subvention pour participer à la mobilisation de cette contrepartie-là. Donc, c'est d'une manière interne, on est en train de travailler donc en profondeur. On ne travaille pas uniquement sur la participation, mais comment la participation même peut développer la collectivité en quelque sorte. On est sur le processus. Voilà. C'est comment on met en œuvre des actions qui elles-mêmes vont faire changer la structure et l'organisation et son fonctionnement de l'intérieur et après pour avoir des effets sur le territoire. Et une autre question qui me paraissait intéressante dans les discussions, c'est dans votre exemple, dans ce que vous avez présenté, la question de qui va décider de la politique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les discussions, l'État reprend la décision sur l'orientation de la politique nationale, la mise en place des cadres qui vont permettre de renforcer aussi les besoins locaux. Mais cette question-là, comment finalement la négociation, ou pas, se fait entre les besoins des collectivités et ce que l'État va accepter de développer comme politique. Est-ce que dans le cadre que vous présentez, est-ce qu'il y a un espace de concertation, un espace de représentation au niveau national des collectivités? Oh, pardon, je suis désolée. J'éteins tout. Et donc, comment est-ce que un espace de rencontre et de dialogue au niveau national existe ou pas pour négocier les politiques, l'approfondissement de la décentralisation quelque part? Si j'ai bien compris la question, donc c'est quels espaces de dialogue et de concertation il existe entre politique territoriale et politique nationale. Donc, comme je disais, les mandats ne sont pas très très clairs sur ces questions. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de cadre de concertation parce qu'il n'y a pas de rôle très clairement affiché. Enfin, c'est l'État qui a officiellement mandat sur la question insertion et les collectivités agissent à leur niveau sur leur territoire. Dans le cadre du dispositif qu'on met en place, qui donc évolue vers deux directions qui sont un cadre national et une reprise d'une partie de la mise en œuvre par l'État et l'autre, dans un cadre territorial, une reprise de la maîtrise d'ouvrage par la collectivité avec laquelle on travaille, la CUN. On voit bien qu'il y a deux types d'actions qui se mettent en œuvre et qu'il serait très dommage qu'on n'incite pas un peu à ce cadre d'échange et de dialogue. Donc on va créer, mais ça n'existe pas encore parce qu'on est sur le tout démarrage du dispositif. On a démarré l'action avec la CUN fin avril, avec l'État, c'est pas encore signé, enfin c'est en cours de démarrage. Mais ce qui est prévu, c'est qu'il y ait donc une prise en compte des questions emploi, insertion, etc. au niveau des communes, qu'ensuite ça soit mutualisé au niveau communautaire par la CUN. L'État pose de son côté le cadre reconnaissant le dispositif, qui n'est qu'un cadre, qui n'est pas qui n'est pas de la mise en œuvre, qui est le cadre, et à côté fait sa mise en œuvre. Le comment s'articule l'action de l'État et de la collectivité, pour l'instant, on a défini à minima un peu un cadre d'échange et de concertation, et les informations de suivi collectées par l'un et par l'autre seront mutualisées, mais le GRET reste derrière. Et c'est des enjeux extrêmement complexes de travailler à la fois sur ces deux niveaux, parce que en Mauritanie, mais je pense que c'est le cas dans d'autres pays, l'État et les collectivités ne s'aiment pas forcément beaucoup, ce n'est pas forcément les mêmes bords politiques.
on parle d'un côté à des élus, d'autre côté à des fonctionnaires qui peuvent être nommés. Enfin voilà, les logiques sont assez différentes et vouloir trop forcer le dialogue et la mutualisation et trop vite peut être, on pense, un peu dangereux. Surtout que les logiques de fond ne sont pas derrière, ne sont pas les mêmes. Il y en a un qui veut faire lui-même, l'autre qui veut déléguer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, à minima, on pose un cadre d'échange où ils se rencontreront sur des problématiques très concrètes de comment j'agis sur mon territoire et quelles sont les limites que je rencontre. Il y aura une chose qui va être commune, c'est des formations des conseillers d'insertion et des professionnels qui accompagnent, où il y aura le mélange des genres entre État et collectivité. Et puis troisième chose, il y aura un suivi des résultats et des principaux points, éléments de pilotage qui sera mutualisé. L'information sera échangée. Voilà. Merci. J'ai éteint. Merci. Peut-être deux autres questions dans le prolongement peut-être de celle-ci. La question de comment, au niveau local, l'État accepte, donc les services déconcentrés de l'État acceptent de travailler avec les collectivités et sous quelles conditions Sur la question de c'est vrai que l'État, en tout cas, si je parle au nom des collectivités locales ou des communautés rurales auxquelles j'appartiens, et c'est vrai, nous demandons plus de compétences, nous demandons plus de moyens pour enfin prendre en compte ces problématiques. Seulement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vu le contexte, les collectivités n'ont pas, surtout quand je parle des collectivités, c'est les communautés rurales aujourd'hui n'ont pas de services techniques. Là, moi, je suis la seule personne au niveau de la communauté rurale. Donc, je suis secrétaire général, je fais tout. Il y a les élus et je suis le seul service technique. Dans ce contexte-là, on ne peut pas réellement aborder toutes les problématiques. Et celle-ci qui est vraiment centrale aujourd'hui et qui préoccupe nos élus, c'est un problème. D'où même la nécessité de travailler dans le sens même de la fonction publique locale. On est en train vraiment de travailler en ce sens et de vouloir mettre coûte que coûte cette fonction publique locale. Maintenant, l'État aussi a des articulations. L'État met à la disposition des collectivités locales ses services techniques, donc dans le cadre de conventions type. Nous pouvons faire appel aux services techniques, donc dans le cadre de conventions type que nous signons avec les gouverneurs de région. Mais, d'une manière effective, c'est très difficile déjà de travailler avec eux parce que les moyens qui devaient les prendre en charge font défaut. Donc, ce que nous faisons, c'est actuellement travailler avec les ARD. Depuis 1996, nous avons les agences régionales de développement qui constituent actuellement vraiment un des piliers des collectivités locales, où vraiment il y a des ressources humaines qualifiées dans le cadre des suivis et évaluations, dans le cadre des projets. Donc, ils accompagnent effectivement les communautés rurales, les régions et les communes dans le cadre de leurs projets et dans le cadre du développement local en général. Et cette initiative se voit vraiment, cette initiative est prometteuse. Hein. Dans le cadre même du programme national de développement local, on voit effectivement que depuis 2007, les communautés rurales, en parenthèse, qui n'ont pas de services techniques, sont en train quand même de poser des actes forts allant dans le sens réellement du développement. Parce que les ARD travaillent avec les secrétaires généraux et travaillent avec les conseils, ce qui produit actuellement des avancées, même si, quelque part, les services techniques ne font pas vraiment la totale quoi, au niveau des collectivités, des communautés rurales. Les ARD, ce sont des services régionaux décentralisés. Décentralisés. La région. Et une autre question autour de ce qui nous rassemble, la question du suivi-évaluation. Parce que
peut-être me tourner vers Marie-Jo sur cette question de suivi et évaluation. On a vu qu'on en a parlé aussi ce matin. Les programmes sont sur des échéances qui sont à 3 ans, qu'ils ont des logiques de suivi et évaluation qui sont liées à leur programme. Or, on voit bien qu'on est là sur quelque chose de beaucoup plus compliqué, complexe, et sur du moyen et du long terme. Donc, comment cette question de l'évaluation des effets sur la question de l'insertion des jeunes peut être ou est déjà prise en compte. Bon, ça marche? Oui, ça marche. Bon, moi, j'ai pas d'expérience spécifique autour de l'insertion. Moi, je travaille plutôt sur les questions d'appui à la décentralisation en général. Mais si je regarde par exemple ce qui se passe sur les plans de développement local, il peut y avoir des programmes d'accompagnement qui sont des programmes d'accompagnement au développement économique qui vont travailler avec les collectivités locales. Et c'est vrai que ceux qui sont probablement les plus intéressants parce qu'ils sont inscrits dans la durée et que ce sont des processus qui sont longs, ce sont les coopérations décentralisées, qui travaillent sur des programmes qui sont, qui ont des ambitions souvent assez limitées à court terme, mais qui s'inscrivent dans le long terme et qui vont permettre un accompagnement entre partenaires sur une durée certaine qui va permettre à un processus de s'installer, notamment, par exemple, dans l'appui, la définition des accompagnements nécessaires aux entreprises, dans l'accompagnement nécessaire pour mettre en place une politique de formation en relation avec l'État. Enfin, ça prend du temps, et c'est souvent ces systèmes-là qui le permettent. Alors, souvent, ils sont peu ambitieux en termes de quantité de personnes formées ou d'entreprises créées ou d'entreprises accompagnées, mais on a souvent... je pense à des exemples au Bénin, par exemple, où il y a des accompagnements à des entreprises, à des entrepreneurs solidaires, par exemple, où il y a une des conditions, par exemple, c'est de travailler avec des jeunes. Et comme on sait que ça va mettre 5 ans, 10 ans pour marcher, mais on peut suivre ce petit nombre d'entreprises. Bon, je pense qu'il n'y a pas de représentant il y a le représentant de la région Picardie qui doit être là, qui accompagne ce programme-là au Bénin, et c'est accompagné par le CIDR, je crois que c'est un autre programme que le CIDR, je crois que c'est Sens qui accompagne, enfin peu importe ici, qui accompagne cette approche-là et qui prend le temps de l'accompagner sur la durée, et l'impact qui est recherché, c'est bien de la génération de revenus, c'est aussi de la création d'emplois pour de la jeunesse. Mais c'est possible que sur du long terme. Sur un programme de 3 ans, on n'y arriverait jamais. Donc, c'est clair. Et ça renvoie aussi à la question de l'évaluation des politiques publiques. Et donc, cette question-là, dans vos expériences respectives, est-ce qu'il y a des liens dans par exemple, l'expérience en Mauritanie? Est-ce que cette question de l'évaluation de la politique d'insertion est une question qui émerge dans le paysage, on va dire, de discussion ou de projet de mise en œuvre Non, elle n'émerge pas parce qu'il n'y a pas de politique d'insertion. Donc non. Ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est d'accompagner la réflexion sur vers quoi on va pour construire une politique. Donc la question de l'évaluation, elle est loin derrière. Maintenant, effectivement, on réfléchit sur vers quel type, à quel enjeu on répond, à quel objectif on se donne, quel résultat on veut, etc. Bien sûr, c'est des questions qu'on se pose là, mais non, on n'est pas sur l'évaluation encore, on est sur la définition, et on ne parle même pas de politique, parce que c'est très pompeux, et je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière quand on parle de politique. On parle de dispositifs, de programmes, d'actions, et on essaye de se positionner sur du long terme, mais l'idée, c'est pas de faire un joli document de politique de plus qui ne sera pas forcément très opérationnel. Je vais reposer la même question à Anne. En France, évidemment, puisque c'est un gros dispositif, évidemment, il y a des évaluations très pointues. Il y a en 2010 un rapport de l'IGF qui est sorti, donc, qui a justement dit que les missions locales étaient intéressantes, efficientes, avec
intégrateur de services, intégrateur de moyens, avec cette politique globale, effectivement, avec cette approche globale, il y avait des résultats qui étaient plutôt bons, et avec effectivement un travail pas uniquement sur les indicateurs d'entrée en emploi ou en formation, mais sur un travail vraiment d'observation des résultats sur l'accompagnement de façon générale, avec les liens qui ont été faits sur des dispositifs de santé, le nombre de passages de permis de conduire accompagnés, etc., etc. Donc il y a une recherche. L'insertion, comme on disait ce matin, étant un problème complexe, il faut travailler sur les questions de l'évaluation systémique, la question et on ne peut pas se contenter de travailler uniquement sur les résultats de l'emploi, même si c'est important. Mais ça peut ne s'évaluer que dans la durée. Sur les plateformes d'insertion du Niger, il est évident qu'on ne peut pas, 1 an après, 2 ans après, dire « Ah, mais dis donc, ils sont mauvais, ils ont inséré que 10% ou 5% des jeunes qu'ils ont accompagnés. Ils ont inséré dans l'emploi 5% des jeunes qu'ils ont accompagnés. » Ça se mesure sur plusieurs années, évidemment, puisque c'est un processus long, mais que ça n'empêche pas à la fois de travailler quand même, malgré tout, sous ces indicateurs, il faut, et dès le départ, pour que les gens s'approprient, notamment les conseillers, s'approprient ces indicateurs de suivi et d'évaluation. Mais il faut travailler sur d'autres indicateurs qui mesurent du coup cet aspect accompagnement de façon globale, quoi. Et là, il y a des référents. Enfin, là, c'est intéressant, à mon avis, de partager sur ces questions-là. La question de suivi et d'évaluation étant fondamentale, je pense il est important de travailler avec les différentes expériences sur cette question des indicateurs, de comment il faut qu'ils soient appropriés, comment on les construit ensemble avec les gens avec les acteurs concernés, en montant. Il ne faut pas monter des usines à gaz, il faut monter des choses extrêmement appropriables, et puis suivre ça dans la durée. C'est difficile, je pense, pour des jeunes de représenter, de se faire représenter chômeurs, demandeurs d'emploi, enfin sur des aspects un petit peu négatifs ou de difficultés. Et donc tant qu'on sera là-dessus, c'est difficile de se projeter, de participer, surtout au nom d'un collectif. Donc c'est pour ça que je parlais ce matin de dynamique collective, et j'ai entendu monsieur dire que l'accompagnement collectif c'était pas possible ou c'était difficile. Évidemment c'est pas suffisant, mais l'accompagnement individuel qui individualise les problèmes, il est aussi un peu limitant. Donc d'où l'importance, me semble-t-il, sous différentes formes, d'impulser des dynamiques collectives qui permettent aussi de montrer les autres qualités des jeunes que leurs compétences professionnelles, et que ces espaces collectifs soient l'occasion d'acquérir des compétences et de les montrer, de les démontrer face à une représentation institutionnelle qui se fait peut-être dans un autre cadre qu'un cadre institutionnel. J'ai en tête quelques exemples. Au Mozambique, la commune de Beira a mis en place un dispositif d'appui aux jeunes sur des communautés de base, en proposant aux jeunes d'initier des projets collectifs sur des questions environnementales, d'assainissement, etc. Il n'y avait aucun lien avec le même dispositif dans lequel la mairie était impliquée, d'insertion professionnelle des jeunes. Or, il y avait des crédits, enfin, il y a des passerelles à créer entre ces deux dynamiques collectives de jeunes. Je pense que sur Cap Insertion, il y a des choses aussi qui ont émergé, même s'il n'y a pas eu de continuité dans la participation au comité de suivi de Cap Insertion. Mais j'ai cru comprendre que dans l'évaluation du dispositif, il a été repéré que Cap Insertion avait peut-être dynamisé des dynamiques, des associations de jeunes sur le territoire. En effet, avec la dynamique Cap Insertion, il y a des associations de jeunes qui se sont créées, structurées ou développées. Et le discours qui est ressorti lors de l'évaluation de plusieurs associations, c'est on fait comme notre grand frère Cap Insertion, on va accompagner pour le coup les autres jeunes
dans leur parcours. Et c'est quelque chose qui a été extrêmement valorisé par les jeunes, ce simple accompagnement. Et il y a autre chose qui est ressorti cette fois dans une étude qu'a fait Anne Le Bissonnais, une étude d'impact qualitative et pas quantitative, parce que l'enjeu c'était de chercher à sortir un peu des indicateurs quantitatifs qu'on a posés, mais qui sont... C'est difficile de poser des indicateurs qui reflètent vraiment l'apport multiforme de ce type de dispositif. Une chose que tu as fait ressortir, c'est que les jeunes valorisaient beaucoup dans le processus d'autonomisation le fait d'avoir simplement un lieu de socialisation. Parce que l'autonomie des jeunes en Mauritanie, comme dans beaucoup d'autres pays d'Afrique subsaharienne ou autres, ont du mal à devenir autonomes financièrement, mais aussi socialement vis-à-vis de leurs aînés, et qu'avoir des lieux où se retrouver, ou dialoguer, ou échanger est assez fondamental pour eux. C'est pour ça que je rajoute juste une seconde, c'est que c'est pas du tout incompatible. C'est-à-dire l'accompagnement individuel n'est absolument pas compatible avec la dimension création d'espace, de rencontres, d'initiatives, de paroles. Bon, c'est vraiment ce sur quoi on travaille en ce moment avec les missions locales. Corentin Poirier, qui travaille sur ça, est ici, pourra dire un mot s'il a envie, mais y compris au Niger. Alors c'est le démarrage, c'est compliqué, c'est le début, et l'accompagnement individuel est absolument indispensable pour l'écoute, et mais ça n'empêche en rien, justement, la création d'espaces, d'initiatives, pour ensuite faire émerger un certain nombre de choses et construire après ces questions aussi d'implication dans la gouvernance, etc. Oui, tu voulais dire, Marie-Jo, tu allais dire quelque chose? Non, je voulais dire par rapport... Oui, je voulais dire par rapport à la création d'espaces de rencontres, même d'espaces physiques de rencontres. Je me souviens, j'ai un exemple en tête au Tchad, justement, sur un exemple de planification locale où il y avait les jeunes d'un regroupement, en fait, au Tchad, il n'y a pas de commune en tant que tel, mais disons d'un regroupement intervillageois qui avait demandé, qui avait beaucoup insisté, qui s'était beaucoup mobilisé dans la planification pour construire une maison des jeunes. Et bon, alors, plus la notion de jeune, hein, Agnès en a parlé ce matin, elle peut être très extensible, ça dépend des critères. Donc, c'était pas des enfants, c'était pas des gens de 15 ans, de 17 ans, ils étaient plutôt ils étaient entre, je dirais, plutôt entre 16 et 30 ans, quoi. Je me trouvais que c'était 35 ans, je me disais, maison des jeunes, bon, je voyais pas trop. Et en fait, en allant voir ce qui se passait, donc la construction avait eu lieu, il y avait pas grand chose dedans. Mais en fait, ce qui importait, c'est que c'était un lieu où les gens pouvaient se parler. Et ils pouvaient se parler, alors ils auraient pu se parler sous un arbre, vous allez me dire. Mais non, c'était leur maison. Et c'était l'endroit où, en fait, effectivement, on pouvait un peu tranquillement discuter des problèmes que l'on avait, des projets que l'on avait, sans avoir le contrôle social de gens plus âgés, c'est eux qui font les décisions au niveau de la communauté ou en intercommunautaire. On était vraiment en milieu rural, on n'était pas du tout en milieu urbain. Et ils avaient besoin d'un endroit pour pouvoir se retrouver et monter ou pas des choses faisables, mais enfin au moins s'autonomiser. Et je pense que ça c'est vraiment important. Moi quand j'avais regardé les documents du plan, je ne voyais pas vraiment l'intérêt, et je l'ai mieux compris en discutant avec les gens ce que ça voulait dire. Alors ça voulait dire même parfois discuter de choses très délicates, y compris par exemple des problèmes fonciers dont on a parlé beaucoup ce matin. Alors c'est pas obligatoirement dans des lieux très publics qu'on parle du foncier, mais au moins ils pouvaient parler entre eux de cette problématique foncière qu'il était très difficile d'aborder avec les aînés, parce que c'est obligatoirement conflictuel. Et ça me paraissait assez intéressant. Ça paraît anecdotique comme ça, mais en fait, pas tant que ça. Moi, je trouve qu'on reste sur notre fin. On était parti, dans le fond, de l'hypothèse qu'il y avait un rôle novateur des collectivités locales pour faire quelque chose en matière de prise d'initiative en direction de jeunes. Bon, alors on vous a demandé aux uns et aux autres. On voit qu'ici et là, on est au stade de réfléchir, de faire un diagnostic, mais on n'y voit pas très clair encore sur les initiatives qui sont prises. Bon, alors peut-être qu'il faut un peu de temps. Hein. Or, je crois que c'est ça qui serait intéressant. On a bien vu quelque chose qui nous a été dit. Il y a un problème de compétence à propos du cas au Sénégal. Bon, les collectivités locales, elles ont la compétence, elles ne l'ont pas. Si elles ne l'ont pas, on peut imaginer qu'on peut faire avancer les choses pour que ces collectivités locales, elles aient les compétences pour prendre des initiatives. Alors après, quand on a dit ça, quelles initiatives peuvent prendre ces collectivités locales?
Bon, construire une maison de jeunes, etc., je veux dire, tout ça, voilà, je dirais, c'est pas très novateur. Hein. Mais est-ce qu'il y a des idées en termes de chantiers spécifiques, dans telle région, si on a repéré des niches, que ce soit sur le sésame ou je ne sais quoi, dont on nous parlait ce matin, est-ce qu'il y a des choses à faire? Est-ce qu'il y a des ateliers de jeunes au niveau de pépinières d'entreprises dans telle localité qui peuvent être soutenus? Bon, voilà, je veux dire, soyons imaginatifs pour aller ensuite voir nos chers bailleurs de fonds et leur faire un certain nombre de suggestions. Et par rapport à ça, moi j'aimerais beaucoup savoir, il y a eu une initiative qui a été lancée par l'AFD pour repérer des initiatives proposées par les ONG. Bon, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut me répondre à cette question. J'aimerais beaucoup savoir, est-ce qu'il y a des ONG qui ont fait des propositions d'accompagnement comme ça, de politique, de collectivités locales, pour qu'il y ait des projets qui soient soutenus, voilà. Donc, je trouve, soyons un peu plus imaginatifs. Je veux bien répondre à la question. Sur les initiatives innovantes, le mot innovant, moi, me gêne toujours un peu. C'est-à-dire que cherchons à faire des choses qui marchent, que ça soit innovant ou pas. Moi, je m'en moque un peu. Dans le cadre de Cap Insertion avec la CUN, ce que la CUN va reprendre et ce qui est nouveau pour elle, donc ce qui est innovant pour elle, mais qui n'est pas forcément pour d'autres collectivités, c'est de reprendre un dispositif comme ça, très ouvert de plateforme, mais de reprendre un dispositif de ce type-là, qui d'une part accompagne vers l'auto-emploi, d'autre part va mettre en place un petit fonds coup de pouce qui va encourager un peu la prise d'initiative. Mais un enjeu qui, moi, me semble assez évident sur ce type de dispositif et qui est autrement plus complexe à régler, c'est de savoir comment on lie ces dispositifs qui accompagnent des parcours à des dispositifs qui vont permettre de créer de l'emploi et de faire du développement économique. Et ça, la réponse, si quelqu'un l'avait très clairement, je pense qu'on le saurait. Donc chacun cherche un peu sa réponse. Et sur ta deuxième question du repérage d'initiatives qui peuvent être intéressantes, il y a plusieurs projets qui ont été retenus. Je parle juste au nom du GRET. Le GRET a proposé une action qui va être testée à Saint-Louis, au nord du Sénégal, qui a deux objectifs. Le premier, c'est de développer des formations différemment de ce qu'il existe dans le système formel, sans aller, pour reprendre un peu la présentation de Jean-Michel Lima de ce matin, qui va être vraiment sur les tout premiers niveaux et qui va pas chercher forcément à se formaliser beaucoup et qui va accompagner notamment sur le para-agricole, le péri-agricole, donc l'amont, l'aval et autour de la production agricole, non pas premièrement, la mise en place de formation, mais premièrement, accompagner des entreprises à se développer pour qu'il y ait un potentiel. Et deuxièmement, quelque chose qui va être testé aussi dans le cadre de cette action, ça va être de rapprocher les politiques déconcentrées de l'État en matière de formation des politiques de la collectivité territoriale de cette zone, donc de Saint-Louis, en matière de formation. Et ça, c'est un enjeu qui nous semble être assez fondamental, d'arriver à coupler un peu mieux déconcentration, décentralisation, c'est-à-dire sectorielle et territoriale. En fait, on l'a dit ce matin, tout ça c'est très compliqué, il y a plein d'éléments, de contraintes. Alors ça dépend sur quoi on peut intervenir. Bon, je pense que les collectivités, faut pas leur demander non plus de tout gérer, ce que l'État peut pas faire. Hein. Donc les enjeux sont très importants, les défis sont très forts. Au niveau d'un territoire, la collectivité, elle peut ou elle peut pas, elle veut ou elle ne veut pas. Il y a aussi ça, faire un certain nombre de choses. Mais ça dépend sur quels critères, enfin sur quelles, je dirais, contraintes elle peut agir. On parlait par exemple ce matin pour l'installation des jeunes des problématiques foncières. Donc dans certains pays, selon les législations foncières, ce qu'elles permettent ou pas, les collectivités locales peuvent intervenir. Et on a pu voir dans certains cas, les collectivités locales, quand elles peuvent intervenir, favoriser par exemple l'installation de jeunes, je pense au Sénégal où il y a des cas comme ça, puisque le Sénégal, les collectivités locales, au moins jusqu'à maintenant, les communautés rurales peuvent attribuer le droit d'usage d'un certain nombre de terres, enfin des sols, de pouvoir privilégier l'installation des jeunes
pour pouvoir permettre à des jeunes de s'installer. Bon, là, c'est pas très novateur, certes, mais ça marche. Enfin, je veux dire, ça peut être une volonté politique de dire, moi, collectivité locale, j'ai la possibilité de favoriser l'installation des jeunes, je le fais prioritairement. C'est pas simple, parce que politiquement, je vous jure, quand il faut gérer ça dans une collectivité locale, et je pense au Sénégal parfois, refuser à certains acteurs de leur donner des terres au profit d'autres, ouah, il faut se sentir solide, hein, mais ça existe. Après, sur ce qui est le financement, par exemple, d'initiatives. Alors c'est plutôt des appuis, je dirais, un peu extérieurs qui ont pu le permettre. C'est par des fonds de développement local, par exemple, favoriser la collectivité ayant un rôle dans l'attribution de fonds. C'est alors je suis pas sûre qu'il faut que la collectivité, elle, décide toute seule. Il n'est pas question qu'elle donne du crédit, par exemple. Hein. Je pense que ça serait une très mauvaise idée, mais elle peut éventuellement garantir des fonds d'emprunt. Il y a des expériences dans le domaine. Mis en place par des collectivités, garantir une partie des emprunts que des jeunes peuvent faire auprès de systèmes microfinance ou pas d'ailleurs, de systèmes qui ne soient pas micro, pour pouvoir faire de l'installation. Là aussi, pas très innovant, mais ça existe et ça peut marcher. Maintenant, en termes de formation professionnelle, je pense qu'au niveau d'une commune rurale, par exemple, c'est extrêmement difficile de demander à une collectivité de s'engager dans ce genre de choses. En intercommunalité, déjà, ça peut être plus intéressant, à condition d'avoir, je dirais, un opérateur ou comment dire, une structure, qu'elle soit publique ou privée, avec lesquels cette intercommunalité peut discuter pour définir quels pourraient être les besoins du territoire en termes de formation. Ça pourrait être intéressant, je n'ai pas vu ça exister encore de manière très opérationnelle, mais ça existe peut-être. Ça pourrait être effectivement intéressant, mais voilà, est-ce que ça marche ou pas? Ça, je ne sais pas. Et puis enfin, dernier point, en ce qui concerne, comment dire, là on a parlé du financement, on a parlé du foncier, on a parlé de la formation, puis il y a l'accompagnement. Et c'est vrai qu'en milieu urbain, alors en relation avec des associations de jeunes, les missions locales en France ou d'autres systèmes, bon, les systèmes d'accompagnement des jeunes en ville, il y a des expériences, je pense que Cap Insertion, c'est en ville, hein, par exemple. En milieu rural, il y a les plateformes dont on a parlé ce matin, mais il y a encore peu de choses en milieu rural pour l'accompagnement des jeunes dans l'installation, à part via les organisations de producteurs, qui, il faut le dire, ne sont pas toujours très en faveur de la jeunesse non plus. Donc il y a encore un travail à faire aussi très fort avec les organisations de producteurs pour qu'ils privilégient, ou du moins qu'ils traitent de manière, avec un œil un petit peu plus affectueux et câlin leur jeunesse, parce qu'aujourd'hui c'est pas vraiment le cas. Donc il faut pas non plus demander aux collectivités, je veux pas à tout prix défendre les collectivités, mais de gérer tous les problèmes que ni l'État ni les organisations de producteurs, qui sont quand même, dont les membres sont si jeunes, n'arrivent à gérer. Ça ne peut se faire, à mon avis, qu'en partenariat, et si les acteurs professionnels, par exemple, ou l'État sont aussi très volontaires pour pouvoir accompagner. Parce que les collectivités, aujourd'hui, sont pauvres. Hein, en agriculture rurale, sont pauvres, elles sont peu outillées, on l'a dit, elles ont beaucoup de problèmes à gérer, et donc elles sont souvent très soucieuses de ce problème, mais elles ne peuvent pas y arriver toutes seules. Juste un petit éclairage là-dessus. Sur les missions locales, effectivement, elles ont mis 20 ans à mailler complètement le territoire. C'est-à-dire qu'au départ, effectivement, il y avait peu de missions locales implantées en milieu urbain. Ça avait démarré avec la politique de la ville aussi. Hein, donc, on était vraiment dans ces quartiers-là au départ. Et puis, petit à petit, décentralisation avec des configurations complètement différentes. Hein. Encore une fois, pas de modèle forcément unique, mais donc, dans beaucoup de cas de figure, une mission locale, et puis des antennes dans les communes moyennes, et puis des permanences au sein des petites communes rurales, alors parfois avec une ouverture une fois par semaine, et là, pris en charge par la commune. C'est-à-dire que là, avec une ouverture, une mise à disposition de locaux dans la mairie et un maillage. Et c'est ce qui est prévu dans le cadre des plateformes du Niger, mais on est effectivement sur 10 ans, on est sur du long terme. L'idée étant de mailler le territoire. Et là, les alliances avec les OP, notamment sur le Niger, sont évidemment une des pistes avec les limites qu'il y a. Et puis, l'existant, les maisons familiales rurales quand elles existent, les différents initiatives, centres de formation, ONG. Mais là, il y a un gros travail. Et là, il y a
une implication effectivement des collectivités. À Agadez ou à Arlit, il y a une volonté de certaines communes rurales de dire on met à disposition un bureau, on paye la mobilette pour le conseiller pour venir faire une permanence une fois par semaine pour ce travail d'accompagnement. Mais c'est énorme, c'est un enjeu. Enfin voilà, on est sur des années, on est sur comment financer, etc. Ouais, moi, je voulais tout juste ajouter un petit mot par rapport... Juste après, question fusil. Donc, par rapport à cette intervention, pour dire effectivement qu'au-delà de cet aspect financier qui pose problème, la question peut être abordée autrement. C'est-à-dire que le sujet d'aujourd'hui ne peut pas être traité sectoriellement. Si, par exemple, la commune rurale de Dendé, où je sers, n'arrive pas à régler ce problème, c'est parce que des fois, on pense uniquement à la formation et à l'insertion. Et pourtant, nous avons des potentialités. Aujourd'hui, le domaine est là. Donc, nous pensons vers un peu comment rentabiliser ce potentiel. Peut-être nous avons des entraves, c'est-à-dire que l'eau, par exemple, aujourd'hui, si on raisonne en termes d'agriculture, l'eau ne permet pas, par exemple, de faire l'agriculture. Aujourd'hui, nous pensons à aller dans ce sens-là, retravailler l'eau pour qu'elle soit plus pratique à l'agriculture. Et en fonction de cette nouvelle donne, on pourra mettre en place au moins des activités et cibler même les jeunes à travers ce domaine. Donc, ce problème ne peut pas être pensé sectoriellement. C'est dans le cadre global même du développement. Et c'est pourquoi nous, ce que nous faisons, c'est intégrer les autres dimensions. Et en termes de jeunesse, par exemple, voir comment, d'une manière plus large, on peut intéresser les jeunes dans ce que la collectivité locale a comme compétence et ce qu'elle peut mettre à disposition. Christian Fusilier, AFD. Donc Étienne, tu voulais savoir si, dans le cadre des financements appel à projets qui a été lancé par l'AFD pour financer des programmes d'ONG en faveur de l'insertion, si la dimension innovation, collectivité territoriale avait été prise en compte. Alors, oui, les ONG l'ont évidemment indiqué comme étant un des objectifs, un principe de fond, mais plus en termes de choses à construire qu'en solutions à proposer, évidemment, à ce stade. Et puis, on peut discuter sur innovation, pas innovation, important, pas important, mais ce qui est innovant pour les uns peut ne pas l'être pour les autres. En tout cas, les ONG, la plupart, ont le souci de faire savoir aux collectivités qui vont être partenaires, qui vont travailler sur leur programme, ce qui a été tenté ici et là. Donc c'est plus des innovations, mais pour les collectivités qui décideront de le faire, ça le deviendra. En tout cas, donc oui, le souci est là. Ça reste à suivre puisqu'on est sur un processus long. Et d'un pays à un autre, là ici on va tenter une petite pépinière d'entreprise, là on va tenter un comité local d'appui à l'insertion, enfin il y a toutes les formes possibles. Mais ce que je voulais dire, et je partage l'avis de Marie-Jo, souvent on en demande trop aux collectivités territoriales, ce que vous avez souligné aussi. On a des gros mouvements de balancier, des grandes périodes où on ne s'est pas préoccupé des collectivités territoriales, considérant que la décentralisation était encore dans les cartons, et on verra demain, quand il y aura eu transfert de responsabilités et transfert des budgets qui vont avec. Dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne dans lesquels on travaille, et on a bien vu ce matin qu'il y a des différences extrêmement importantes entre les pays. On ne peut pas parler de l'Afrique subsaharienne en général, mais cependant, dans de nombreux pays, il y a eu transfert de responsabilités. Tu as eu à rappeler les niveaux tout à l'heure, Marie-Jo, mais pas encore transfert des budgets. Et on se retrouve avec une ou deux personnes, même dans les plus grosses communes, qui doivent s'occuper de traiter tous les dossiers. Et nous, on arrive en ordre un peu dispersé, ONG, bailleurs de fonds, petits, plus gros programmes, avec des attentes fortes vis-à-vis de ces communes et collectivités locales, qui ne disent pas non, la plupart du temps, et qui se trouvent dans l'impossibilité de mettre en œuvre. Donc, allons-y doucement. Ne demandons pas aux collectivités d'aller au-delà des mandats et des missions qu'elles ont déjà sur le papier. La plupart des acteurs qui s'adressent à elles ne connaissent pas les missions sur le papier des collectivités et de leurs différents niveaux, de la région jusqu'à la plus petite des communes. Et on leur demande jusqu'à choisir les jeunes, par exemple, qui vont bénéficier d'un appui, d'un dispositif d'insertion. Ce qui est souvent contre-productif, puisqu'on se rend compte que les choix sont faits selon des critères qui n'ont absolument rien à voir avec les objectifs du dispositif lui-même. Donc voilà, juste un appel à la prudence et à la modération. Juste peut-être encore un mot sur la question d'innovation.
Je me rappelle d'un personnage illustre qui disait un jour, finalement, peu importe votre problème, l'important c'est que moi j'ai votre solution. Il ne s'agit effectivement pas de dire ici, voici la solution qu'on vous propose. Et l'innovation, elle ne réside pas tant dans cette solution qu'on propose, mais beaucoup plus dans la démarche finalement d'intervention. Je parlais ce matin donc des plateformes d'information, d'orientation professionnelle et d'accompagnement. L'accompagnement en soi est une vraie innovation. L'accompagnement, on peut dire que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps sous forme différente, que ce soit le tutorat ou aujourd'hui de manière un peu plus moderne, on parlera de coaching. Mais l'accompagnement en Afrique aujourd'hui, en se disant on va accompagner un jeune, non pas pour lui dire ce qu'il doit faire et comment le faire, mais à son rythme, pas en lui prenant la main, mais en disant on va t'accompagner, en disant voilà ce qui est possible, les capacités, en prenant en compte ses capacités, ses possibilités, et puis de ne pas se donner absolument un objectif en termes d'emploi, en termes d'objectifs, je dirais, accès forcément à une formation, etc., mais plutôt de développement personnel, de développement de son autonomie, fait qu'aujourd'hui, ça, pour les conseillers, c'est vraiment innovant parce que ça change leur façon de faire, c'est quelque chose de culturellement différent par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de voir tous les jours. Et ça prend vraiment du temps parce que c'est un processus de changement. Non, c'est juste pour rebondir par rapport à la dernière intervention. Je pense que les débats, ce qu'on peut peut-être faire ressortir, c'est que là, on est vraiment sur aussi non seulement la question du changement dans les pratiques, mais aussi dans les manières de voir les questions d'accompagnement du développement. Et cette question renvoie à... Comment on intègre ces approches processus dans l'accompagnement des questions de développement, dans les programmes de développement, dans les appuis au développement, dans l'appui aux dynamiques locales. Comment cette question du processus et donc des temps moyens, longs, sont pris en compte parce que on voit bien depuis ce matin, c'est au cœur du sujet. Donc, comment les institutions et les coopérations peuvent s'adapter et pas l'inverse.